Monsieur le Président, bienvenue. Avant que Madame la rectrice Federica Mogherini prenne la parole, j'aimerais vous saluer tous les deux, donc Monsieur le Président de la République François Hollande, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui par Webex auprès des étudiants du Collège d'Europe de Bruges et de Natoline. Madame la rectrice, merci également d'être présente. Merci à toutes et à tous d'être présents. Donc cet événement est organisé par la Société française du Collège d'Europe pour poser vos questions, parce que c'est une conférence qui a pour volonté d'être interactive. Nous avons communiqué un site et un numéro afin de rentrer dans la session de la conférence qui va être republiée sur le chat. C'est Slido. Chaque question doit faire moins de 15 secondes, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse prendre la parole lors de cette conférence. Vous devez également citer votre nom et prénom dans votre question pour que l'on puisse vous interroger. Tout est dans le chat. Si au cours de la conférence, une prise de parole du président vous donne envie de réagir et d'engager un débat, vous êtes le bienvenu. Merci de le faire figurer sur le chat afin que l'on puisse ensuite vous donner la parole. Après toutes ces informations techniques qui, j'espère, nous permettront d'avoir la meilleure des conférences avec le président de la République François Hollande, je laisse la parole à Madame la rectrice afin qu'elle puisse délivrer son mot d'accueil. Merci à tous. Merci beaucoup. Je veux vous remercier pour cette excellente initiative. C'est une invitation que Monsieur le Président a acceptée. Et pour ça, je voudrais aussi le remercier chaleureusement. Le seul regret, c'est que ça ne peut pas se passer en présentiel, mais ça nous permet de peut-être être encore plus nombreux et surtout lier les deux campus de Bruges et Natoline dans cette initiative extrêmement intéressante. Je sais que Monsieur le Président a déjà eu une expérience au collège. Il a délivré un discours à Natoline il y a quelques années. Ça aurait été pour moi un honneur, mais aussi un plaisir personnellement de l'accueillir à Bruges, et j'espère pouvoir le faire le plus tôt possible pour un échange direct avec les étudiants qui sont à Bruges et aussi pour pouvoir échanger avec lui sur les plusieurs thèmes sur lesquels son opinion, je pense, est extrêmement intéressante pour nous. J'ai eu la chance de travailler avec François Hollande pendant plusieurs années. Bon, premièrement, parce qu'on vient de la même famille politique, donc dans les années dans lesquelles j'étais membre du Parlement ou dans le bureau de mon propre parti en Italie, mais je ne veux pas parler de politique italienne aujourd'hui. On avait déjà eu l'occasion de participer à des congrès politiques de nos respectifs partis, mais surtout c'est à Bruxelles qu'on a eu l'opportunité de travailler beaucoup ensemble. Quand j'étais haute représentante, vice-présidente de la Commission, et Monsieur le Président de la République française, des années particulièrement compliquées pour une succession de crises, mais aussi certains succès qu'on a eu dans l'effort commun de résoudre ces crises ensemble, des années dans lesquelles le rôle de la France a été toujours essentiel au niveau européen, mais aussi au niveau international. J'ai vu surtout ça dans le domaine de la défense, dans l'action qu'on a eue ensemble dans le domaine international. Je pense à la Méditerranée, je pense à l'Iran, je pense à la coordination au sein des Nations Unies, où maintenant la France est le seul membre permanent du Conseil de sécurité entre les États membres de l'Union européenne. Pendant les années où on a croisé nos chemins dans le contexte institutionnel européen, j'ai eu vraiment la chance de voir Monsieur le Président à l'œuvre directement dans la salle du Conseil européen et dans des contextes extrêmement délicats, qu'il s'agissait de la crise financière, qu'il s'agissait de la crise migratoire ou de la crise de sécurité sur notre propre seuil avec les attaques terroristes, des moments extrêmement dramatiques de notre histoire récente. Je dois dire que François Hollande a toujours eu une approche premièrement européenne et deuxièmement extrêmement lucide et humaine, ce que je pense a été vraiment essentiel dans certains moments de l'histoire, pas seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Je parlais même trop. Ce n'est pas à moi
de continuer, mais simplement de l'accueillir avec un grand remerciement et avec l'espoir de l'accueillir en personne, personnellement à Bruges ou à Natoline encore une fois, pour continuer cet échange. Et vraiment, je suis ravie de cette initiative, de fait qu'il a accepté cette invitation et de l'échange que je suis sûre va être extrêmement intéressant cet après-midi. Je ne sais pas si vous voulez que je pose déjà des premières questions ou des premières oui, questions ou éléments de réflexion, ou bien si je termine ici et je reste à l'écoute de ce qui sera sûrement une discussion, un débat extrêmement intéressant. Merci madame la rectrice pour votre mot d'accueil. Si vous voulez bien poser la première question, qui, je n'en doute pas, sera sur un sujet qui vous a beaucoup touché en tant que votre représentante, la crise migratoire, ce serait parfait. Merci beaucoup. Oui, je sais que vous êtes très intéressé par ces sujets et bien sûr, ça a été un des éléments les plus compliqués sûrement. Et pour moi, personnellement, je dois dire aussi du point de vue humain, les plus compliqués aussi à gérer parfois avec des moments de difficultés. Donc, je suis sûre, et je pose volontiers la question au président sur ses souvenirs et en anglais on dirait the lessons learned, les résultats qu'on a pu voir ou les leçons à apprendre de cette phase de la gestion de la crise migratoire, que pour moi, j'ai toujours dit, c'était une crise pas spécifiquement pour l'Europe, mais c'était une crise premièrement pour les migrants. En effet, c'est un point de vue que parfois on oublie en Europe. On a vécu, bien sûr, dans les années, oui, autour de 2015, des moments clés pour la politique migratoire européenne et sûrement la France et le président lui-même ont eu un rôle essentiel. Donc, je pense que ce serait intéressant pour nos étudiants écouter les réflexions du président sur comment l'Europe a géré avec des mesures, certaines mesures efficaces, mais aussi certaines mesures qui n'ont pas été efficaces ou ont été très controversées ces moments de gestion de crise. Mais aussi, si vous me permettez, je pense que ce serait intéressant de demander au président son point de vue, son opinion sur l'état de l'Europe d'aujourd'hui. Comment il voit notre Union, comment il voit les dynamiques de l'Union européenne par rapport à la phase post-Brexit et aussi avec l'administration américaine. C'est toujours qu'il y a un élément d'attention particulière entre la France et les États-Unis. Et donc, je serais très intéressée aussi, du côté personnel, d'entendre son avis, son opinion, sa lecture de l'Europe de maintenant, d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore, je reste à l'écoute et je vous souhaite un échange très intéressant, très intense, comme je suis sûre va être le cas. Merci beaucoup encore une fois. Et merci, Monsieur le Président, pour nous rejoindre aujourd'hui. Le président ne vous entend pas. Vous m'entendez? Vous entendre. Très bien. Bon, d'accord. Bonjour à tous. Merci pour votre présence et pour votre invitation. Je suis heureux de retrouver Madame la rectrice, Frédérica, que j'ai connue effectivement dans d'autres responsabilités, aussi bien dans son pays qu'au nom de l'Union européenne. Et je vais répondre à toutes vos questions, d'abord à celle de Frédérica. La crise migratoire est sans doute l'épreuve la plus douloureuse que j'ai eu à traverser pendant mon mandat. Non pas que je n'ai pas connu d'autres crises, crise de la zone euro, crise grecque, crise sécuritaire, crise terroriste, mais celle-là était la plus douloureuse parce que, en tant qu'Européen,
j'ai souffert de la difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité de trouver un accord sur cette question-là entre les pays à l'époque de l'Union européenne, c'était dans les 28. Nous savions depuis plusieurs mois que cet afflux de réfugiés ne cesserait d'augmenter dès lors que les crises en Syrie, en Libye et dans d'autres pays continuaient à s'intensifier. Et l'Europe faisait comme si ces règles, celles que nous connaissons, les accords de Dublin, Schengen, pouvaient valoir face à ce défi qui était l'arrivée de populations venant de ces pays et aussi des pays du Sahel. Et nous avons eu à discuter pendant longtemps au Conseil européen, Frederica s'en souvient, de mesures à prendre pour créer des centres d'accueil et pour essayer de réguler cette présence migratoire et qui aussi était accompagnée de drames humains. Pour moi, c'était une épreuve parce que de voir que des pays de l'Est de l'Europe, pour lesquels nous avions fait beaucoup d'efforts, d'abord pour les accueillir dans l'Union, puis ensuite pour les intégrer, pour les soutenir, faisaient preuve d'aussi peu de solidarité. C'était une remise en cause de tout ce à quoi nous croyons dans l'Union européenne. De la même manière, de voir l'aveuglement de certains pays qui nous étaient proches, de ne pas comprendre que les crises que nous traversions au Moyen-Orient ou plus près de nous, en Afrique, pouvaient déboucher sur une présence migratoire et l'afflux de réfugiés était aussi un thème d'interrogation. Bon, finalement, nous avons pu trouver des réponses, elles ont mis trop de temps, il y a eu trop de drames humains, et il faut bien comprendre que si nous devions faire face à une autre crise migratoire, je ne suis pas sûr que l'Europe ait, malgré tous les efforts qui ont été accomplis depuis, et notamment Frontex, etc., serait de nature à pouvoir conjurer ce défi. Voilà ce que je peux dire et j'y reviendrai sans doute dans vos questions. Sur l'état de l'Union, si je puis m'exprimer ainsi, toute crise produit toujours un progrès de l'intégration européenne, mais aussi fait valoir les insuffisances et les manques de cette construction. Ce qui a été quand même une avancée et pour beaucoup une rupture, ça a été le fait que l'Allemagne accepte enfin ce que nous demandions, et notamment les chefs de gouvernement des pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire une mutualisation de la dette pour que l'Allemagne accepte enfin que l'Europe en tant que telle puisse emprunter et puisse assurer une relance de l'économie européenne. Ça, c'est un acquis majeur et je pense une étape très importante de la solidarité européenne. De la même manière, le fait que l'Europe se soit emparée, avec la présidente de la Commission, de la question climatique et pu établir un programme qui, je l'espère, sera respecté, est aussi une prise de conscience que l'Europe est le cadre, ou en tout cas un des cadres les plus pertinents pour mener des politiques de transition énergétique, même si on sait que pour certains pays, ça sera plus difficile que pour d'autres. Troisièmement, je pense qu'il y a eu aussi une évolution des esprits en Europe sur la question du contrôle ou en tout cas de la maîtrise des politiques des GAFA et que là aussi on devrait trouver des modalités qui permettront à l'Europe de se faire davantage respecter. Alors en revanche, cette crise du Covid, elle a aussi montré les lacunes de l'Europe ou ses insuffisances. C'est vrai que sur la question propre sanitaire, l'Europe a d'abord répondu par les nations plutôt que par l'Union. Et chaque pays a pensé trouver par lui-même des solutions face à cette crise épidémique, alors que nous savions bien que c'était une crise mondiale, que c'était une épidémie qui nous touchait tous et que nous aurions eu tout intérêt à agir ensemble et sans prendre des mesures unilatérales. Et si il a été décidé, tant mieux, qu'il y ait une politique de commande de vaccins, on voit bien que peut-être les procédures européennes, la difficulté
de coordonner l'action avec les grands laboratoires. Tout ça peut mettre là aussi en évidence les lacunes ou les lourdeurs du processus européen. Et puis, si je dois être complet, mais je vais être plus bref, sur ce qui manque à l'Europe, qui manque toujours à l'Europe, c'est une politique extérieure commune. Et Federica, qui en assurait la direction, le sait bien, c'est que ça devient de plus en plus difficile de trouver des sujets de consensus et d'action commune. D'abord parce que l'Europe est divisée sur ces questions, parce que certains, notamment sur les rapports avec la Russie ou avec la Turquie ou sur la question des Balkans, n'ont pas les mêmes positions, qu'il y a aussi beaucoup d'indifférence de la part d'une partie des Européens à l'égard de ce qui se passe en Afrique ou même de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc voilà, on a cette difficulté toujours à avoir une politique qui puisse nous faire respecter dans le monde et aussi une incertitude quant à la relation que nous devons avoir avec les États-Unis. C'est exact que lorsque Trump était président des États-Unis, l'Europe pouvait comprendre qu'elle devait faire un effort pour assurer sa propre sécurité, car elle était plus sûre du partenaire américain. Maintenant, avec Biden, la tentation pour certains pays, c'est de penser que de nouveau, si je puis dire, le parapluie américain pourrait être utilisé, qu'il n'y a plus besoin de coordonner nos politiques et d'assurer un pilier au sein de l'OTAN pour l'Europe de la défense. Et ce sont ces questions-là qui vont continuer à nous mobiliser. Bon, il y a des élections très importantes qui arrivent, en Allemagne d'abord, en France, en Italie, on ne sait jamais. Et donc, c'est une nouvelle fois de la réponse que ces grandes nations feront que dépendra l'avenir de l'Europe, parce que l'Europe, elle dépend d'abord des élections nationales. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Donc là, nous allons avoir 3 questions de la part de Nour, puis Marius, et enfin Julie Ruot. Donc si Nour veut bien prendre la parole pour poser sa question, ensuite elle sera suivie par Marius et Julie. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la rectrice. Donc sur la question migratoire, j'aimerais savoir si, à votre avis, il serait impossible d'envisager un véritable consensus avec la Turquie ou en Afrique du Nord avec la Tunisie, vu que, à certains égards, ces États-là sont un peu les gardes-frontières de l'Union européenne, que ce sont des pays qui deviennent des terres de transit pour plusieurs migrants. Et je sais qu'en tout cas en Tunisie, on parle beaucoup des pressions de l'Union européenne pour aboutir à une solution. Mais cette solution peut-elle respecter les intérêts et de l'Union européenne et de la Tunisie ou de la Turquie ou n'importe quel autre partenaire, mais surtout celle des migrants pour éviter des drames humains comme ceux qu'on a vus entre 2011 et 2016. Merci. On prend plusieurs questions ou c'est... Alors, on prend plusieurs questions si ça vous va. Oui, je suis mieux. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la rectrice. Tout d'abord, merci d'être ici. Ça va être un échange très constructif. J'ai une question concernant l'accord migratoire entre l'Union européenne et la Turquie. A posteriori, pensez-vous que cet accord n'a-t-il pas donné trop de pouvoir à la Turquie, et notamment un pouvoir de pression afin ils peuvent maintenant faire du chantage aux migrants et on voit aujourd'hui que ça pose des problèmes majeurs dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Merci. Bonjour monsieur. Pour la question, à 2050 et aux 250 millions de réfugiés qui ont été estimés, les réfugiés climatiques, quels seraient vos conseils pour leur accueil en Europe, pour la gestion de cet accueil, pour qu'il soit plus réussi? Merci beaucoup. Bon, il y a cohérence dans ce débat, puisqu'on commence par 3 questions sur les migrations. Est-ce que l'Europe doit avoir avec les pays de son voisinage des accords pour réguler la question de la venue des migrants? Ma réponse est oui, bien sûr. Avec la Turquie, j'y reviendrai, il y a eu un accord qui était un accord de réciprocité, c'est que d'un côté, la Turquie devait assurer une régulation, ne devait plus inciter au départ des réfugiés vers l'Europe et devait aussi respecter le contrôle des frontières.
Et en contrepartie, la Turquie recevait des fonds de l'Union européenne pour prendre en charge les réfugiés. Avec la Tunisie, il n'y a pas eu d'accord de cette ampleur, mais nous pouvons imaginer qu'il y ait la nécessité d'aider la Tunisie à vivre avec des présences migratoires, notamment de pays venant de pays africains, et de faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi un contrôle en Tunisie de ceux qui avaient vocation à venir en Europe, plutôt que d'attendre qu'ils ne traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Donc le bon accord est celui qui permet non pas d'interdire l'immigration, et non pas d'imposer aux pays comme la Tunisie et la Turquie, on pourrait dire la même chose de la Libye le moment venu, de devoir gérer entièrement la question des réfugiés, mais d'avoir un système de contrôle avant l'arrivée en Europe, de manière à ce que l'on sache qui peut bénéficier du droit d'asile et qui ne le peut pas. Il y a aussi pour l'Europe un intérêt à mettre en place des moyens financiers, car il coûte moins cher en définitive de faire un travail avec les pays du voisinage plutôt que d'avoir tout un système de hotspot, de vérification, de contrôle et ensuite de drames quand même qui puissent nous toucher tous. Sur la Turquie, est-ce qu'elle utilise sa situation pour faire pression sur l'Union européenne? Oui, ça ne fait pas de doute. Mais la Turquie sait bien qu'elle ne peut pas aller trop loin, car si elle faisait en sorte d'inciter des réfugiés à venir plus nombreux sur le continent européen, elle-même serait mise en cause et elle-même perdrait un certain nombre d'aides européennes. Enfin, beaucoup de réfugiés ne veulent pas quitter la Turquie et peuvent trouver là aussi des moyens de subsistance, voire même de travail. Donc nous devons avoir une coopération avec la Turquie. C'est vrai que c'est compliqué avec Erdogan, mais vous avez sans doute relevé que depuis l'élection de Biden, Erdogan est redevenu plus aimable. D'abord parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus aller trop loin. Il faut savoir que Trump n'était quand même pas très exigeant à l'égard de la Turquie, que la Turquie commence à dire qu'elle peut discuter avec la Grèce et qu'elle ne peut pas compter simplement sur son meilleur ennemi, la Russie, pour protéger ses intérêts. Bon, voilà, donc la Turquie va sans doute redevenir un partenaire non pas plus docile, non pas plus facile, mais un partenaire plus normal avec l'Union européenne. Alors, dernière question, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait 250 millions de personnes qui arrivent d'ici 2050? Si vous dites ça aux Européens, je crains qu'ils ne voient pas cette perspective du meilleur œil. Et ça ne peut que favoriser les mouvements populistes qui considéreront que l'Europe n'est qu'une passoire et qu'il vaut mieux se refermer derrière ses propres frontières nationales et écarter tout processus comme Schengen. Donc, non, qu'il y ait des réfugiés climatiques, ça ne fait pas de doute, pour ça qu'il faut lutter contre le réchauffement, mais il faut éviter que ces populations puissent venir en Europe et donc faire en sorte qu'il y ait un processus de développement. Si on est jusqu'en 2050, ça donne place quand même à 30 ans de politique pour assurer d'abord une lutte plus efficace contre le réchauffement, une adaptation aussi, et enfin un développement dans les pays d'origine, car on ne peut pas se mettre à penser que dans un continent qui doit faire un peu plus de 400 millions d'habitants, il puisse y avoir demain 250 millions de réfugiés climatiques. Merci beaucoup. Je donne la parole à Célia, qui est assistante académique au Collège d'Europe dans le programme de droit. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup encore. Concernant la question migratoire et la difficulté à avoir un consensus, notamment avec ce qu'on appelle les pays de l'Est, est-ce que finalement, avec du recul, vous ne trouveriez pas qu'il y a eu une incompréhension vis-à-vis de ces pays et de la manière dont ils conçoivent leur rapport aux frontières? Je pense qu'on a essayé de les comprendre, on a essayé de les écouter. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les dirigeants de ces pays? Parce que ne confondons pas les dirigeants de ces pays avec leur population. Ils nous disent qu'ils ont, eux, un modèle de vie qui ne correspond pas à ce que peut être une société
comportant des migrants venant d'autres cultures que la culture chrétienne. C'est ça qu'ils nous disent. Donc, il n'y a pas d'obligation, hein, c'était toute la problématique, de leur demander d'accueillir une partie de la population qui viendrait se réfugier en Europe. Mais on ne peut pas accepter cet hermétisme, on ne peut pas accepter que des pays puissent nous dire que si il y a des migrants qui ne sont pas chrétiens, il n'est pas possible de les accueillir. C'est pas possible. Donc là, c'est un système de valeurs, l'Europe. De la même manière, je trouve que l'Europe a été insuffisamment ferme par rapport à la Pologne et à la Hongrie, qui mettent en cause régulièrement les droits des personnes, ou la séparation des pouvoirs, ou l'indépendance de la justice. Encore récemment, sur une loi qui interdit quasiment l'avortement en Pologne. Donc, nous avons là une bataille à mener au sein de l'Union européenne pour que notre système de valeurs soit partagé. Alors vous allez me dire quels sont les moyens de pression? Ben, il y en a des moyens de pression, à la fois sur le plan juridique, il y a des règles dans les traités qui permettent d'agir, et puis il y a aussi des moyens financiers, car n'oublions jamais que les pays dits de Visegrad ont quand même beaucoup bénéficié et continuent de bénéficier des fonds européens, donc on n'est pas sans éléments de pression. Merci, Monsieur le Président, pour ce premier thème qui est bouclé, qui est clos. Maintenant, nous allons basculer sur un second thème, celui davantage donc, de la zone euro et de la crise de la zone euro que vous avez gérée, notamment du sauvetage de la Grèce et aussi des différentes négociations qui ont eu lieu concernant, par exemple, le TSCG avec notamment nos partenaires allemands, et aussi de parler un petit peu du Brexit, où vous avez finalement eu à gérer en tant que président de la République donc, le Brexit. Donc nous avons tout d'abord trois questions. Celle de ensuite celle de Alexis et ensuite Antoine. Donc Gaspard Witowski, c'est à toi. Monsieur le Président, bonjour, merci d'être ici. Qui a été cher à vos yeux, en particulier en 2012. Pour autant, il aura fallu attendre la crise du Covid et, si j'oserais dire, votre successeur pour que ce sujet ait plus amplement mis en application et provoqué l'inflexion de la position allemande. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, d'après vous, vous a manqué au cours de votre mandat pour être la personne qui aurait pu être l'instigatrice de ces changements bien en amont de la crise qui a été vécue actuellement? Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Rectrice. Moi j'avais une question concernant la crise grecque, parce qu'on pourrait dire que le sauvetage financier de la Grèce est fait au détriment du peuple grec. Et n'est-ce pas la démonstration d'un manque de prise en considération des peuples et des citoyens au niveau européen et des difficultés de construire une Europe plus sociale? Merci beaucoup. Oui, bonjour Monsieur le Président et merci d'être avec nous. Durant la campagne de 2012 et notamment lors du discours du Bourget, vous livriez une critique prudente du libéralisme, de l'orthodoxie qui prévaut au sein de l'Union. Et pourtant, la renégociation du TSCG et de ses objectifs de dette de la règle d'or budgétaire ont vite à l'époque été enterrés et la France a ratifié le traité en octobre 2012. Et à l'époque, avait uniquement été adossé au TSCG une déclaration sur la croissance sans valeur juridique. Et l'analysez-vous aujourd'hui comme un reniement ou comme une première confrontation en tant que chef de l'État aux réalités politiques européennes? Je vous remercie. Alors d'abord sur ce qui s'est produit au cours de la crise sanitaire, c'est-à-dire un accord d'abord franco-allemand puis ensuite général, donc une possibilité pour la Commission d'emprunter, donc de trouver là des financements communs pour l'ensemble des pays européens et avec un mécanisme qui conjugue des dons et des prêts. C'est vrai que c'est l'aboutissement d'une démarche plutôt
des pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire pas simplement la France, mais l'Italie, l'Espagne, le Portugal, je ne parle même pas de la Grèce, portaient cette logique-là, que nous avions résumée à travers la possibilité d'eurobonds. Donc dans l'année 2012, nous souhaitions que l'Europe puisse emprunter et puisse ensuite utiliser cet argent obtenu sur les marchés pour relancer l'économie européenne. Alors, nous avons lancé cette idée, nous avons travaillé pour qu'elle puisse à un moment aboutir, nous avions proposé un budget de la zone euro à cette fin, et le verrou allemand a été puissamment posé. Donc, dès lors que nous avions cette impossibilité, puisque il y avait le refus de l'Allemagne, et pas simplement de l'Allemagne, hein, de beaucoup de pays autour de l'Allemagne, je pense notamment aux Pays-Bas, qui refusaient toute augmentation du budget européen et toute augmentation de la capacité d'emprunt. Nous avons été obligés de passer par d'autres voies. Pour nous, ce qui était important, c'était que la Banque centrale européenne puisse fournir des liquidités et puisse abaisser les taux d'intérêt et permettre à des pays, la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, tous ceux que j'ai cités, l'Irlande, le Portugal, de pouvoir accéder dans des meilleures conditions possibles au marché financier et donc régler leurs problèmes de finances publiques plus aisément. Et ça, nous y sommes arrivés. Je pense que le Conseil le Conseil européen qui a été le plus important a été celui justement après mon arrivée au pouvoir de juin 2012. Je me souviens qu'à ce moment-là, c'était Mario Monti qui représentait l'Italie, c'était en Espagne pourtant un gouvernement conservateur, mais nous avions agi pour convaincre notre partenaire allemand, Madame Merkel, qu'il fallait bouger et que c'était le mécanisme, on l'a appelé le MES, le mécanisme européen de solidarité. Alors, c'était pas véritablement une capacité d'emprunt qui était donnée à l'Union européenne, mais c'était déjà la possibilité de prêter à des pays qui étaient en difficulté par des fonds européens. Donc, c'était ça qui était le plus important. Donc, c'était l'étape majeure et qui, en plus, permettait à la Banque centrale européenne, et notamment à Mario Draghi, dont on parle en ce moment plus sur un tout autre terrain, mais à l'époque président de la Banque centrale, de pouvoir agir. Donc c'est la conjugaison d'une évolution au sein du Conseil européen et de la possibilité pour la Banque centrale européenne d'envoyer un message clair au marché qui a permis à l'Europe de retrouver un chemin et éviter la récession générale. Et c'est ce chemin-là qui, finalement, avec la crise sanitaire, a permis d'aboutir à l'étape que l'on connaît. Qui d'ailleurs ne sera qu'une étape, parce que l'idée, ça serait quand même que l'Union européenne, la Commission européenne, puisse régulièrement emprunter et puisse donc compléter son budget, qui lui dépend des contributions des États, par une capacité d'emprunt qui lui donne des moyens supplémentaires pour agir. Je ne crois pas que les États accepteront de continuer à financer à un niveau plus élevé l'Europe. En revanche, je pense que l'Union européenne peut emprunter davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Sur la deuxième question qui m'était posée, le sauvetage de la Grèce a-t-il été fait au détriment du peuple grec? Que l'on ait imposé à la Grèce, c'était bien avant que je n'arrive aux responsabilités de la France, que l'on ait imposé à la Grèce, à la fois à la Commission, le Fonds monétaire international, des plans d'austérité, oui, mais ce que l'on a fait en réglant la présence de la Grèce dans la zone euro, au prix, c'est vrai, de contrepartie sérieuse, c'est de permettre à la Grèce, ça a été de permettre à la Grèce de retrouver un accès au marché financier et d'obtenir de l'Union européenne, de la Commission donc, des moyens très importants. Et c'est pour ça que Tsipras s'est battu pour qu'il ait cet accord. C'était pas un accord qui autorisait un plan d'austérité, c'était un accord qui lui permettait, en contrepartie d'un plan, qui n'était pas d'ailleurs d'austérité, mais de contrepartie d'un plan, d'obtenir des financements de l'Union européenne, du Fonds monétaire international aussi, et d'accéder au marché. Et aujourd'hui, la Grèce peut emprunter sur les marchés, elle ne pouvait plus l'emprunter sur les marchés à des taux d'intérêt faibles, et
disposer d'un soutien exceptionnel de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on est souvent injuste à l'égard de l'Union européenne, comme on a été injuste à l'égard du gouvernement de Tsipras, parce que sans Tsipras, il n'y aurait jamais eu cette possibilité de trouver une négociation au meilleur intérêt du peuple grec. C'est que c'est l'Union européenne qui a apporté à la Grèce des moyens financiers de sortir de la crise dans laquelle elle s'était plongée. Alors, dernier point sur la renégociation du traité budgétaire européen, le TSCG. J'avais souhaité effectivement pouvoir le renégocier. Il avait été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen avant que je ne sois élu. Et donc j'ai obtenu, c'était une concession que j'avais arrachée avec d'autres et que la Commission avait lâché, d'avoir un plan de relance déjà annexé à ce traité. Est-ce que ce traité, parce que c'était ça le point important, est-ce que ce traité allait nous contraindre et allait nous obliger à mener des politiques d'austérité? C'est ça la critique qui était faite. Eh bien, là aussi, grâce à l'action que j'ai pu mener, que également Matteo Renzi a pu agir avec moi et d'autres gouvernements, nous avons pu avoir la flexibilité, ce qui fait que, prenons un pays comme la France, que je connais bien, nous ne sommes jamais revenus aux 3% de déficit budgétaire par rapport au PIB. Il n'y a jamais eu de règle d'or qui nous aurait obligés à quoi que ce soit en France. Bon, on a réduit les déficits, il fallait les réduire d'ailleurs, mais jamais on l'a fait pour être conforme aux objectifs européens dans un délai qui nous paraissait non raisonnable. Donc on a fait en sorte de réduire nos déficits au rythme qui nous paraissait le meilleur, et l'Europe, la Commission, et même l'Allemagne, qui n'était pas forcément ravie, mais a accepté ce principe de flexibilité. C'est pour ça que sur ce point-là, on ne s'est pas renié, on ne s'est pas confronté à la réalité, on s'est adapté et on a fait en sorte qu'on n'ait pas imposé une austérité au peuple français comme à d'autres peuples, parce qu'on a réglé notre problème de déficit au rythme qui nous paraissait le meilleur. Et d'ailleurs, même quand j'ai quitté l'Élysée en 2017, nous n'étions toujours pas à 3% de déficit de la richesse nationale. Et si je peux dire un mot supplémentaire, aujourd'hui, nous sommes à bien plus de 3%, sans doute à 8 ou 9% de déficit par rapport à la richesse nationale, et toutes les règles supposées d'or sont devenues même pas des règles de plomb, mais des règles de pacotille, puisque de toute façon, aujourd'hui, ce traité budgétaire européen, eh bien, il a volé en éclats en fonction des circonstances, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y avait pas de loi d'airain là-dessus. Merci, Monsieur le Président, pour ces informations. Nous avons deux réactions à ce que vous venez de dire, celle de Laura Pierret et celle d'Antoine Petit. Pour quelques secondes. Avant de ça, je m'excuse, mais le paradoxe est que je suis attendue pour une conférence à Sciences Po Paris dans quelques minutes, donc je vais vous quitter. Je voudrais encore une fois remercier le président et mon cher ami pour nous avoir rejoints dans cette session virtuelle. Je m'excuse pour ça, pour devoir partir, mais encore une fois, je pense que le fait que je le fais pour les étudiants de Sciences Po Paris m'excuse davantage à vos yeux, et je vous souhaite une bonne continuation de conversation, et j'espère pouvoir t'accueillir personnellement à Bruges prochainement. Merci encore une fois, et désolé pour devoir quitter avant. Tu as trouvé la meilleure excuse possible pour... C'était par hasard, mais c'est une belle coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Jamais. À bientôt, Frédérica. À bientôt. Merci encore une fois. Laura, c'est à toi. Et Antoine aussi. Bonjour, Monsieur le Président. Merci pour la parole. Ma question concerne le débat sur les eurobonds, mais aussi les propositions visant à plus de partage de risques de manière générale. Les opposants à ces propositions utilisent souvent et avec succès l'aléa moral pour justifier leur position. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cet argument qui, étrangement, semble ne pas faire l'objet d'un débat politique. Merci. Préciser peut-être, Laura,
ce que vous appelez l'aléa moral? Eh bien, ça fait partie de l'intérêt de ma question. C'est donc un concept qui vient de la théorie économique et qui pense qu'une assurance va réduire les incitations à réduire les risques de ce qui est assuré. Qu'en gros, avec une assurance, on va avoir plus de risques que si on n'avait pas d'assurance parce que l'assurance va réduire les incitations individuelles à réduire le risque. Et c'est un concept qui est très ambigu et qui, dans la théorie économique, mais aussi les travaux empiriques qui ont été faits au sujet de ce concept, montrent qu'il y a des résultats qui sont très contrastés et qu'on peut pas, qu'il n'y a pas une seule théorie de l'aléa moral qui soit valable. Et pourtant, cet argument est souvent utilisé, très peu défini et très peu débattu. Et j'aimerais savoir si vous avez, dans le cadre de vos conseils européens, eu affaire à cette argumentation et comment, quelles étaient les réactions face à cet argument? Est-ce qu'il a été débattu? Est-ce qu'il est admis? Et personne parle vraiment de ce concept. Est-ce que vous en pensez de manière plus générale? Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, aucun chef de gouvernement ne m'a parlé de l'aléa moral sur les eurobonds, mais m'a plutôt évoqué ce que pourrait être le risque avec des eurobonds de taux d'intérêt commun supérieur au taux d'intérêt que chaque pays pourrait obtenir sur les marchés sur sa dette. En réalité, ce que certains pays hostiles aux eurobonds prétendaient, c'est que si on utilisait ce mécanisme, les pays qui pouvaient bénéficier des eurobonds ne seraient pas incités, là qu'on retrouve l'aléa moral, à réduire leur déficit autant que nécessaire. Bon, mais ça c'est un argument qui n'était pas acceptable parce que les eurobonds qui les émet, c'est la Commission européenne. Ce ne serait pas chaque pays qui émettrait des eurobonds. Ou alors il faudrait qu'ils les émettent au nom de l'Union européenne et ça supposerait un mécanisme de coordination comme il peut en exister au niveau d'une banque centrale européenne. Donc, l'avantage des eurobonds, ça permettait, à l'époque on en parlait, hein, ça permettait à des pays qui étaient obligés de subir des taux d'intérêt élevés, donc des spreads par rapport, par exemple les Italiens par rapport aux Allemands, de ne plus les supporter, puisque il y aurait eu un taux d'intérêt commun à l'ensemble des dettes européennes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin des eurobonds pour avoir des taux d'intérêt plus faibles, puisque chaque pays, en ce moment, peut se financer sur les marchés avec des taux d'intérêt très faibles, voire négatifs. En revanche, ce dont on aurait besoin, sans doute, c'est une dette européenne qui pourrait éviter qu'il y ait trop de dettes nationales. C'est ça dont on aurait besoin. On aurait aussi besoin de plans européens de relance et pas simplement d'une addition de plans nationaux. C'est ça qui, à mon avis, fait défaut. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Europe, en tant que telle, par exemple, pour un plan de lutte contre le réchauffement climatique, engage des fonds obtenus sur le marché par des emprunts pour agir dans cette direction. Voilà pour ce que je peux vous dire. Mais je vais travailler davantage encore cette théorie économique qui me paraît, comme beaucoup de théories économiques, assez ambiguë, pour ne pas dire assez idéologique. Derrière le moral. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons une question de Lara concernant le Brexit. Lara, c'est à toi. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps aujourd'hui. Donc, ma question est la suivante. Ce serait de savoir si vous pensez que le Brexit a permis un approfondissement de l'Union, comme vous le souhaitiez malgré l'accord, ou bien est-ce qu'il a au contraire ouvert la porte à d'autres défections? On peut par exemple penser à la Hongrie ou à la Pologne dans le cadre de la crise sur les valeurs de l'Union. Je vous remercie.
je réponds à cette question directement, sans Oui. attendre les suivantes. D'accord? Oui, Le Brexit n'a ni permis l'approfondissement de l'Europe, ni entraîné de défections supplémentaires. Et ce qui est intéressant dans l'affaire du Brexit, c'est que les partis qui pouvaient utiliser en Europe des 27 l'éventuel départ du Royaume-Uni pour eux-mêmes défendre le départ de leur propre pays de l'Union européenne, ces partis-là n'ont jamais été en capacité d'avancer cet argument. Si on regarde la Hongrie et la Pologne, qui protestent chaque fois qu'on leur impose des contraintes liées à leur appartenance, jamais la Pologne et la Hongrie n'ont engagé de démarche quelconque pour sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, s'ils l'avaient fait, ils auraient beaucoup perdu parce que les fonds européens sont considérables pour la Hongrie et pour la Pologne. Et dans leurs pays respectifs, le départ serait une catastrophe puisque ça les priverait du marché européen et les priverait de la solidarité européenne. Donc même des dirigeants populistes, on va le dire, en Hongrie ou en Pologne, n'ont jamais été jusqu'à souhaiter ou évoquer même l'idée d'un départ de l'Union européenne. Quant aux partis populistes, on regarde le Front National en France ou le parti de Salvini en Italie, loin de vouloir se mettre si je puis dire, dans la dynamique du Brexit, n'ont eu de cesse de dire que, bien sûr, que s'ils arrivaient au pouvoir, ces partis-là, non seulement ils resteraient dans l'Union européenne, mais ils resteraient également dans la zone euro. Donc, d'un certain point de vue, le Brexit a étouffé dans l'œuf toutes les revendications qui pouvaient exister dans le reste de l'Europe hors le Royaume-Uni, donc de chercher à imiter un processus de séparation. Mais pour autant, s'il n'y a pas de candidat au départ, on ne peut pas dire que l'approfondissement de l'Union européenne ait été considérable depuis le départ du Royaume-Uni, même si, on l'a vu sur la question du plan de relance ou de la capacité d'emprunt, il y a eu des progrès indéniables. Mais il n'y a pas eu de volonté de faire sauter une étape de plus à l'Union européenne. Donc voilà, on est dans cette situation. Personne ne veut imiter le Royaume-Uni, mais l'Europe n'a pas vraiment changé de rythme de construction. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour faire une transition avec la période actuelle qu'on a déjà un peu évoquée, donc l'avenir en plein dans la crise Covid, quelle réforme institutionnelle pour l'Union, vers où on se dirige sur un modèle de plus de solidarité, d'harmonisation ou pas. Donc, nous avons 3 questions. La première sera posée par Nicolas Michel du campus de Natoline. Nous aurons une autre question de Ilia. Et ensuite, Pablo Villatoro, qui est un assistant académique du programme politique et administration, prendra la parole. Bonjour Monsieur le Président, merci de répondre à nos questions. Ma question est liée au Brexit et à l'actualité. C'est-à-dire, à votre avis, le fait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne par rapport à la défense, c'est plutôt une aubaine, dans le sens où ça a été un pays, et c'est un pays atlantiste, qui a eu pendant très longtemps des réticences vis-à-vis de la défense européenne, ou plutôt c'est un coup dur, dans le sens où l'Union européenne perd une de ses plus importantes forces armées. Le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne, n'a pas quitté les accords qu'il avait passés avec la France, notamment sur le plan de la défense. Pas davantage, le Royaume-Uni n'a engagé un processus d'intégration supérieur à ce qu'il est aujourd'hui avec les États-Unis. Alors que Trump était plus que réticent à toute action d'approfondissement de l'OTAN, bon, le Royaume-Uni n'avait pas pu faire valoir qu'il était le meilleur allié des États-Unis. Est-ce que l'atlantisme dont le Royaume-Uni est sans doute une des expressions a diminué dans l'Europe des 27 ?
franchement, l'atlantisme, il est partout dans l'Europe des 27. Donc, ce départ-là n'est pas un élément qui peut renforcer la position française. Mais, en revanche, je pense que la pédagogie et la réalité politique doivent conduire à ce que l'Europe renforce ses capacités en matière de défense. Avec Biden, c'est vrai que l'OTAN va prendre davantage d'importance, que le lien transatlantique va être resserré et que ce sera plus difficile de parler d'autonomie stratégique pour l'Europe. Mais tant mieux si ça permet de remettre l'Europe dans une dynamique de défense commune, mais cette défense commune n'est pour l'instant pas européenne. Merci, Monsieur le Président. Si Ilia et Pablo peuvent prendre la parole pour poser leurs questions. Bonjour encore, merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Président, pour être ici avec nous aujourd'hui. Alors ma question c'est, quels sont les défis selon vous qui sont devant la Commission dans cette tentative de renforcer le rôle de l'Union européenne dans le domaine de la santé publique? Merci. Oui, il faut reconnaître que c'était pas dans les compétences majeures de la Commission de s'occuper de la santé publique. C'était un élément qui relevait de chacune des nations. Mais sûrement que la crise du Covid va obliger à la fois les pays européens et la Commission européenne à travailler davantage cette question d'une santé publique à l'échelle du continent. Sur l'aide à la recherche, on le voit bien sur la question des vaccins, combien les retards ont été sérieux, sur la question des politiques de prévention, sur la question des vigilances en matière de présence de virus, donc sans que ça entraîne nécessairement des financements supplémentaires, encore qu'il serait sans doute nécessaire de les dégager, mais l'Europe va se doter d'institutions sans doute plus renforcées en matière sanitaire. On l'a vu pour la mise des autorisations de médicaments, mais on le verra notamment sur la recherche et sur l'industrie pharmaceutique. Donc tant mieux si cette crise convainc les États qu'ils ne peuvent pas réussir seuls face à des risques pandémiques ou à des fléaux sanitaires. Et tant mieux si, en espérant que les vaccins pourront être commandés par la Commission et distribués dans le plus bref délai, et tant mieux si l'Europe peut apparaître comme l'outil indispensable pour assurer la protection sanitaire des Européens. Pablo, si tu peux poser ta question. Oui, merci beaucoup. Et merci aussi, Monsieur le Président. Mon question, c'est sur la réforme institutionnelle de l'Union européenne. Et comment est-ce que vous croyez qu'on devrait approcher l'Union européenne aux citoyens à propos de la conférence on the Future of Europe? Et surtout, quel rôle devrait avoir le Parlement européen après une possible réforme institutionnelle, après cette conférence? Merci. Je vais vous paraître très pessimiste. Je ne crois pas à des réformes institutionnelles dans l'Europe telle qu'elle est à 27. Il y aura toujours des oppositions, il y aura toujours des freins qui seront apportés par de multiples États. Et le Parlement européen en tant que tel ne peut pas non plus provoquer, quelles que soient ses intentions, une réforme institutionnelle qui ne peut passer que par des ratifications pays par pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire, bon, finalement, puisque après surtout les difficultés que l'on a rencontrées avec le traité constitutionnel européen en 2005, est-ce qu'il ne faut pas renoncer à toute évolution institutionnelle? Non, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas le seul, parce que c'est une idée maintenant très banale. Je pense qu'il y a la possibilité d'ouvrir une Europe à plusieurs vitesses, donc une Europe d'avant-garde ou une Europe tout simplement qui décide d'aller plus loin
et plus vite à quelques pays. C'était l'idée des coopérations renforcées qui n'ont pas été vraiment mises en place. Et donc, je crois à la possibilité d'une Europe à quelques pays pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans le domaine de la défense, de l'énergie, des industries et de l'harmonisation fiscale et sociale. C'est la seule façon de faire bouger l'Europe. Sinon, ça sera l'empêchement et l'enlisement. L'empêchement parce que, comme il faut l'accord unanime des pays pour changer les institutions, on ne l'obtiendra jamais, ou à minima, et l'enlisement parce qu'on va se perdre dans des conventions qui vont se répéter sans résultat. Donc voilà, ma seule méthode, c'est à quelques pays, d'abord la France et l'Allemagne, sûrement rejoints par l'Italie, l'Espagne et la Belgique, Luxembourg, on voit bien quels sont, Portugal bien sûr, on voit bien quels sont les pays qui peuvent être les plus allants, et tant pis si les autres ne veulent pas suivre pour le moment, ils y viendront après. Et on a déjà d'une certaine façon une Europe à plusieurs vitesses, il y a ceux qui sont dans la zone euro, ceux qui n'y sont pas. Donc il faut accepter cette différenciation. Et c'est cette différenciation qui permettra en plus d'élargir l'Union européenne. Car pour beaucoup, aller à 29, 30, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura accueilli les pays du Balkan, rendrait quasiment impossible des consensus. Mais pour qu'on lève cet argument, il faut qu'on puisse autoriser les pays qui veulent aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin à pouvoir le faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc là, nous allons continuer donc, ce thème sur finalement l'avenir de l'Europe et des institutions. Nous avons 3 questions. Donc d'une part, et on va essayer de les regrouper étant donné que l'heure passe et malheureusement vous avez un agenda très chargé. Nous allons avoir la question de Clara, de Pierre Minoves et de Théo Verdi. S'il vous plaît, posez vos questions. Merci beaucoup. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet échange. La crise sanitaire a mis en avant les faiblesses de l'OMS, alors qu'elle dispose par ailleurs d'un arsenal juridique conséquent, et ainsi que les manques institutionnels dans l'application des principes de solidarité. Pensez-vous que le temps de reconstruire l'ordre international est venu, et est-ce que cela est seulement possible? Merci. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci d'être venu. L'une des crises auxquelles vous avez dû faire face, à laquelle vous avez dû faire face, et peut-être avec moins de fracas, c'est une crise de confiance des citoyens envers leurs responsables publics, que ce soit au niveau national et au niveau européen. Et vous avez mené, d'un point de vue national, 2 grandes lois à ce sujet, la loi de 2013 et la loi de 2016. Est-ce que vous avez poussé sur ces sujets également au niveau de l'Union européenne, et est-ce que vous pensez que c'est l'un des enjeux majeurs, voire l'enjeu primordial auquel va devoir faire face l'Union européenne dans les années à venir? Merci beaucoup. Précisez peut-être pour vos camarades les lois en question. Alors, la loi de 2013, c'est une loi qui a visé à mettre en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et la loi de 2016, dite loi Sapin II, c'est la loi qui a créé un répertoire de représentants d'intérêt du contrôle justement des activités de lobbying. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, moi, ma question, elle porte sur là où les dépendances de l'Europe dans certains secteurs stratégiques. Avec la crise de la Covid, on a pu se rendre compte que c'était notamment le cas en matière de production de médicaments. Donc ma question est la suivante. Si vous étiez encore au pouvoir, est-ce que vous seriez en faveur d'une politique volontariste de relocalisation de ces industries stratégiques sur le sol de l'Union? Et si oui, par quels moyens? Jusqu'où iriez-vous? Merci. Bon, sur l'ordre international, oui, je pense qu'il est tellement affaibli, tellement dégradé, tellement insignifiant que il ne peut être que rétabli grâce à l'élection de Biden et sa volonté de réoccuper les sièges qui ont été laissés vacants par Trump, et notamment à l'OMS. Donc, il peut y avoir une réorganisation du monde avec un progrès, multilatéralisme et un retour des institutions internationales, à plusieurs conditions. La première, c'est que
conviendrait sans doute de renforcer financièrement ces institutions qui ont besoin d'agir et pas simplement de fixer des normes ou des règles. Deuxièmement, que la Chine puisse regarder ces institutions pas simplement comme un moyen d'influence, mais comme un moyen d'action. Et aujourd'hui, c'est vrai que la désaffection américaine a été parfois complétée par une omniprésence chinoise. Donc il est très important que l'Europe puisse jouer tout son rôle dans ces institutions internationales et puisse justement permettre que et la Chine et les États-Unis puissent coopérer là-dessus. Sur la deuxième question, la France, c'est vrai, je suis fier, a pu prendre des dispositions législatives pour lutter contre la corruption, pour assurer la transparence, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir dans les entreprises des comportements qui écartent toute suspicion. Mais nous ne sommes pas non plus les précurseurs. Dans beaucoup de pays européens, on va quelquefois même plus loin. Donc il serait souhaitable, et c'est le sens de votre question, qu'il y ait un code commun, qu'il y ait une façon d'agir dans toute l'Union européenne en fonction des principes qui ont été progressivement définis par la France, mais surtout par l'OCDE, et donc d'aller le plus loin possible sur le contrôle par des autorités indépendantes des décideurs publics, voire même des représentants parlementaires. Deuxièmement, d'agir pour que au niveau des entreprises, il y ait des comportements qui ne prêtent pas à discussion ou à contestation et qui mettent l'Europe au plus haut niveau des standards de la lutte contre la corruption ou des conflits d'intérêts. Et donc d'avoir une politique commune en cette matière qui puisse également emmener les États-Unis dans la même direction. Et si possible, de contraindre la Chine, ce qui quand même sera une grande opération, à davantage de transparence. Sur la production de pharmaceutique, la relocalisation en Europe est souhaitable, bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on relocalise ou pas. Relocaliser des entreprises qui fabriquent des masques, franchement, c'est pas forcément ce qui est le plus stratégique, même si on en a manqué. Bon. Ce qui compte, c'est de relocaliser toutes les activités de recherche et de production de produits à haute valeur sanitaire. Et pour ça, ça suppose que l'Europe puisse être jugée accueillante pour ces industries-là, et qui se sont quelquefois délocalisées pour conquérir des marchés. Donc, ce que nous avons à créer, c'est toujours la même chose, c'est un environnement d'innovation, et ça, l'Europe peut être un moteur, qui fait que pour les laboratoires, c'est plus judicieux de s'installer en Europe pour bénéficier de cette innovation, de ce haut niveau de recherche et de ces universités qui permettent d'obtenir les meilleures productions pharmaceutiques. L'idée simple qu'on va contraindre les laboratoires à revenir en Europe, je ne vois pas très bien comment, et l'idée un peu simpliste que la relocalisation est la seule manière de s'échapper de la mondialisation ne me paraît pas non plus praticable. Ce qui compte, c'est d'avoir une offre productive qui soit la plus innovante possible. Et ça suppose une politique publique. C'est pas la confiance dans les marchés, c'est une politique publique. Et l'Europe peut en faire partie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons donc Jean-Marc Schlech, désolé pour ma prononciation, qui souhaiterait réagir notamment par rapport à votre réponse sur la confiance, notamment dans les politiques. Et ensuite, nous avons donc David et Thomas pour parler climat. Donc, Jean-Marin, c'est à toi, si tu nous entends. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, d'être ici. J'aurais une question concernant le fait qu'on voit partout dans l'Union européenne l'anti-establishment monte énormément. Et face à ça, il y a une réduction des libertés individuelles, l'apparition de certaines démocraties libérales. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a un rôle à jouer
ou c'est qu'une question qui peut se régler au niveau des nations? Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Vous avez rappelé donc que vous avez poussé à la création des eurobonds et à la solidarité entre États après la crise de la dette en Europe. Je voulais savoir si vous pensez également que la crise économique actuelle, qui est due cette fois au Covid, plutôt est l'occasion d'une transition qui intègre plus largement la dimension écologique, puisque pour la première fois, les émissions de carbone planétaire ont diminué de façon significative. Et est-ce que vous pensez aussi que le Green Deal peut être un outil de relance de l'Union européenne dans ce but? Merci beaucoup. Et enfin, pour clore ces questions, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, dans le cadre du Conseil européen et de la transition énergétique en cours, l'Allemagne est érigée en exemple, c'est-à-dire fin du nucléaire et passage aux renouvelables avec un peu de charbon et de gaz naturel, et si en fait le Conseil européen est un lieu de pression vers l'harmonisation des sources, enfin, de la production énergétique et des sources d'énergie, et si c'est pour ça que la France sort peu à peu du nucléaire. Merci beaucoup. D'abord, c'est à l'Europe de lutter contre les démocraties libérales. L'Europe, elle est fondée sur un pacte autour de valeurs, de principes, de droits, et ne peut pas accepter que des États ne respectent plus la séparation des pouvoirs, influencent la justice, mettent en cause les droits des personnes, et notamment les droits fondamentaux pour les femmes. Et à partir de là, l'Europe doit montrer de la fermeté. L'Europe, c'est pas l'open bar où chacun vient prendre ce qu'il a à consommer. L'Europe, c'est pas non plus un club où les dirigeants viennent se concerter sur le sort commun. L'Europe, c'est un ensemble de règles et des moyens de pression qui font que à un moment ou à un autre, on partage le même esprit. Et l'Europe a toujours trop peur. À un moment, il faut dire à des pays ou à des dirigeants, si vous voulez plus être dans l'ensemble que nous constituons, eh bien, il y a toujours une place pour la liberté. Rien n'est acquis. Donc voilà, la démocratie, elle doit se faire respecter. C'est pas une mollesse, la démocratie. C'est au contraire une fermeté à l'égard de tous ceux qui la mettent en cause. C'est ce qui fait que l'Europe n'a pas bonne image, c'est que finalement, à force de tout vouloir concilier, on n'est plus rien. Donc il y a un moment, il faut avoir des aspérités, il faut dire ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, et pourquoi on est ensemble et pourquoi on n'est plus ensemble. Ça, c'est sur la première question. Sur la deuxième question, bien sûr que la crise économique de 2008, la crise financière, elle a permis de retrouver des libertés qu'on avait perdues dans les politiques budgétaires, dans les politiques monétaires, finalement, bon, après toute une période d'austérité. La crise du Covid, qui nous a montré qu'on pouvait justement disposer de nouvelles libertés budgétaires et de disposer de dettes à taux très faibles, elle nous permet d'engager peut-être plus rapidement les moyens de lutter contre la crise climatique. Et le Green Deal, qui est quand même une bonne décision, ça manque de moyens. Il faut aller beaucoup plus loin sur le plan financier, d'où la question des eurobonds, en tout cas de dette commune, qui ferait que la Commission européenne emprunterait pour réussir à réduire la dette écologique, un peu plus de dette financière et un peu moins de dette écologique. Quant à l'exemple allemand, c'est pas le mien. Je pense pas que la fin du nucléaire, compensée par le charbon ou le gaz, soit le meilleur système. Je pense que le bon mix énergétique, c'est d'avoir du nucléaire, pas forcément autant que nous l'avons en France, du renouvelable et d'avoir des économies d'énergie considérables, parce que finalement, c'est aussi une des façons de ne plus émettre de CO2. Et alors, est-ce qu'au Conseil européen, on arrive à débattre de ces questions? Oui, mais chacun vient avec son modèle. La France avec son nucléaire, les pays qui utilisent du charbon disent qu'ils ne peuvent pas s'en séparer aussi rapidement. D'autres qui utilisent le gaz sont très liés à leurs fournisseurs, et notamment à la Russie. Voilà le problème que l'on a. Donc il faut essayer de
d'imposer en disant vous pouvez avoir le mix énergétique que vous voulez, mais vous devez respecter des objectifs en matière de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça que peut faire le Conseil européen, et d'être strict dans l'observation des résultats. Souvent, on nous a dit, finalement, c'était ça le traité budgétaire européen, même si j'ai dit qu'il n'avait pas été respecté, mais c'était de dire, vous devez cheminer vers la réduction des déficits, ce que finalement tous les pays ont fait avant la crise du Covid. Ça va être la même chose. On doit avoir la même rigueur en matière climatique, c'est de dire, bon, on a un objectif, on doit cheminer vers cet objectif, et ceux qui ne le respectent pas doivent être sanctionnés. Merci, Monsieur le Président. Nous avons rapidement Clara Peterborough qui souhaitait réagir concernant l'état de droit. Clara, c'est toi. Bonjour, Monsieur le Président. Vous venez d'affirmer qu'il fallait que l'Union européenne soit ferme concernant le rejet des démocraties libérales et donc le respect des valeurs de l'article 2. Je voulais du coup vous demander ce que vous pensez de l'idée de conditionner les fonds européens au respect de l'état de droit et plus précisément, pensez-vous qu'il est pertinent de créer un lien direct entre ces deux aspects fondamentaux de l'Union européenne? Je crois que le président de la République a un petit problème technique. Monsieur le Président s'est absenté quelques secondes, il va arriver. Donc, nous vous prions d'attendre. Merci. Monsieur le Président, vous... Quoi sert l'énergie, malgré tout, c'est que quand on n'a plus d'électricité, ça coupe. Donc, il faut garder un peu d'énergie quand même. Vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. D'accord, très bien. Vous avez coupé votre micro. C'est bon? C'est bon, Monsieur le C'est bon? Président. Ok, très bien. On prend une série encore, si vous voulez. Nous avions une réaction de Clara Peterborough concernant l'état de droit. Clara, c'est à toi. Oui, merci Monsieur le Président. Vous venez d'affirmer qu'il fallait que l'Union européenne soit ferme concernant le rejet des démocraties libérales. Par conséquent, je voulais vous demander ce que vous pensez du fait de conditionner les fonds européens au respect de l'état de droit et plus précisément, pensez-vous qu'il est pertinent de créer un lien direct
entre ces deux aspects, certes fondamentaux, mais jusqu'à présent dissociés de l'Union européenne, dans l'Union européenne? Merci. Oui, ma réponse est affirmative. Je pense que c'est un lien tout à fait légitime. Si on ne respectait pas les objectifs budgétaires, un pays pouvait être soumis à des sanctions. Et si un pays ne respecte pas des objectifs en matière de droits de l'homme, il n'est puni de rien. Donc je pense qu'il faut revenir à ce qui est le fondement même de l'Union européenne, qui n'est pas simplement de distribuer des fonds ou d'assurer un marché. C'est de faire en sorte que nous puissions partager les mêmes valeurs, les mêmes principes. Personne n'oblige un pays à rester dans l'Union européenne et personne ne comprendrait, et pourtant c'est le cas, qu'on puisse continuer à verser des fonds à des pays qui s'écartent du droit commun, alors même qu'ils bénéficient grâce à ces fonds d'une croissance supérieure à beaucoup d'autres. Donc heureusement, je veux dire, heureusement que les citoyens européens ignorent l'impuissance de l'Union à l'égard de ces démocraties illibérales. Il y a toujours l'idée qu'on va s'arranger avec ces dirigeants, mais on ne s'arrange jamais. On perd son temps. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans les conseils européens. Ça n'aboutissait à rien. Par exemple, sur la question des réfugiés, c'était toujours la même réponse, c'était non. Il y a un moment, je me suis dit aussi, très bien, vous ne voulez pas de réfugiés, vous ne voulez pas les accueillir, eh bien, vous paierez pour ça. C'est désagréable de se dire ça, parce qu'on a l'impression qu'on peut s'exonérer de ses obligations en ne recevant plus des fonds ou en payant des sanctions. Mais c'est je pense, l'étape intermédiaire avant l'expulsion. Beaucoup, nous avons deux questions que nous allons regrouper. La première de Diane Cosson sur le rôle des experts et ensuite celle de Jean-Baptiste concernant la réforme du droit de la concurrence européen. Diane et Jean-Baptiste, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur le Président. J'aimerais savoir si, à votre avis, au vu de la crise sanitaire actuelle, il faut réserver un nouveau rôle à la science et à des experts éventuellement non élus, sans sacrifier les principes démocratiques. Comment fait-on? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup. Au vu des débats dans le contexte du coronavirus sur les relocalisations, la souveraineté industrielle, ce genre de choses, je me demandais quelle était votre opinion sur l'avenir de la politique européenne de concurrence et sa légitimité, notamment après le refus de l'opération Alstom Siemens. Oui, alors sur la science, n'oublions jamais que l'Union européenne est un moteur de la recherche, si je puis dire. C'est-à-dire que l'Union européenne, la Commission, à travers son budget, favorise la recherche. Pas suffisamment à mes yeux, mais favorise la recherche. Donc il serait assez légitime que les plus grands scientifiques se retrouvent dans des conseils qui pourraient être apportés au Parlement européen et plus largement aux institutions européennes. Alors c'est exact que l'exemple français d'avoir un conseil scientifique auprès du président de la République n'est pas tout à fait probant, parce que soit on lui obéit et le politique est accusé d'être totalement soumis à la science, soit on ne lui obéit pas et on dit que le politique prend un risque dès lors qu'il s'affranchit des conseils scientifiques. Mais je pense que c'est quand même la bonne méthode. Il faut avoir des experts qui publient leur avis. On pourrait l'avoir aussi sur la question énergétique et écologique, de manière à ce que, dans le cadre européen, les autorités puissent être éclairées, les citoyens puissent également partager ces positions. Donc je suis favorable. Sur la politique de concurrence, alors je suis tout à fait conscient que le modèle qui était celui du marché unique, qui faisait des règles de concurrence, l'alpha et l'oméga, ça a plutôt affaibli l'industrie européenne que ça ne l'a renforcée. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu de vertu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un moment où on a évité des concentrations qui auraient pu être dangereuses pour le consommateur. Mais là, chacun a compris, et les Allemands en particulier, que
ne plus vouloir constituer de champion européen, ça aurait pu être le cas avec Siemens Alstom, même si Alstom finalement a racheté Bombardier, mais à ne pas vouloir constituer de champion européen, on s'affaiblissait dans la compétition mondiale. Donc je pense que maintenant ces règles de concurrence doivent être corrigées par la nécessité d'avoir des industries fortes dans la mondialisation. Merci, Monsieur le Président, pour ces éclaircissements. Je pense que nous avons, en cette plus d'une heure de questions-réponses, fait le tour de ces sujets et je pense que nous sommes sortis grandis de ces explications et de cette conférence. Merci pour votre temps. Je laisse un petit mot de conclusion à David, puis ensuite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présence aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir et je pense un grand plaisir pour les étudiants du collège de pouvoir discuter et échanger avec vous. On a atteint un pic de 200 participants aujourd'hui, simplement avec les étudiants du collège entre Bruges et Natolin, ce qui est quand même un exploit, avec l'ensemble des visioconférences que l'on doit subir tout au long de la journée, tout au long des semaines. J'aimerais du coup remercier l'ensemble de la société française qui est avec nous pour avoir organisé ça, et tout particulièrement à Nabil qui a travaillé dans votre cabinet il y a quelques temps de cela et qui nous a permis d'avoir la possibilité d'organiser cette conférence. Merci, Monsieur le Président, et le mot de la fin vous revient. À mon tour, je vous exprime mes remerciements par rapport à l'organisation de ce débat. J'aurais préféré vous rencontrer, être parmi vous, même si entre les deux sites c'était difficile, mais enfin je suis allé déjà dans l'un, je pourrais aller demain dans l'autre. Mais ce que je peux, à mon tour et par un principe de réciprocité vous demander, c'est que vos travaux, peut-être la synthèse de vos travaux, puisse être davantage public ou communiqué, en tout cas à ceux qui voudront bien s'en emparer, parce qu'on a besoin d'un renouvellement de pensée, on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin d'engagement de votre génération, et on ne doit plus réciter toujours les mêmes psaumes, si je puis dire, européens. Il faut qu'on réinvente un peu de liturgie, donc il faut que, sans tomber dans ce discours qui pourrait m'éloigner des principes de laïcité, il faut vraiment que vous puissiez contribuer à la recherche des solutions pour l'Europe de demain. Donc, si vous pouvez m'adresser, parce que je sais que vous préparez des thèses, alors je ne vais pas lire toutes les thèses, mais si on peut me faire des résumés de vos travaux ou des conclusions générales de votre promotion, je serais heureux de pouvoir les parcourir. Merci à tous et à bientôt dans une vie pour vous longue, pour moi plus courte, mais qui pourrait normalement nous permettre de nous rencontrer, si tout va bien et si le Covid ne nous rattrape pas. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci.